Bonsoir à tous et surtout bonsoir Monsieur Jacques Cheminade. Vous nous faites l'honneur d'être notre invité ce soir au premier cercle de Génération Frexit. Et avant de vous donner la parole pour le thème de ce soir, qui va être un thème extrêmement intéressant puisque c'est réindustrialiser la France ou disparaître comme nation libre, eh bien je voulais faire une brève présentation de votre carrière. Car vous êtes à la fois très connu, vous avez été candidat 3 fois à l'élection présidentielle, en 1995, en 2012 et en 2017, donc tous les Français connaissent bien, mais peut-être n'ont-ils pas les détails de votre carrière. Vous êtes né donc en 1941 en Argentine, et vous êtes diplômé d'HEC et de l'ENA, la promotion Jean Jaurès, en 1969. Vous avez été attaché commercial de l'ambassade de France dans les années 70 aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis que vous avez fait la connaissance de Lyndon LaRouche qui vous a en fait lancé en politique. C'est lui qui vous a donné l'impulsion de vos idées, qu'après vous avez développées bien entendu par vous-même. Dans les années 80, vous avez été secrétaire général du Parti ouvrier européen. Et ce parti avait déjà des positions qui se sont révélées exactes, puisque vous avez soutenu euh, l'énergie nucléaire comme la principale source d'énergie qui pourrait empêcher la pollution. Et on parlait assez peu à l'époque encore du problème du CO2. Et vous avez aussi dénoncé en 1983 le tournant de la rigueur de Jacques Delors. Donc, on peut dire que vous avez eu des positions avant-gardistes qui vous ont été reprochées. Alors, bien entendu, il y a toujours les sempiternelles attaques quand les gens ont raison. Et après votre candidature en 1995, vous avez fondé le parti Solidarité et Progrès, dont vous êtes le président. Et à partir de là, vous avez pu développer ce parti en étant donc, comme je l'ai dit, à nouveau candidat en 2012 et en 2017. Alors, je vais vous passer désormais la parole pour comment dire, l'exposé que vous pouvez nous faire sur donc, la réindustrialisation nécessaire, sinon nous ne serions plus une nation libre. Mais je voulais avant tout vous remercier du travail gigantesque que vous avez fait en ce qui concerne comment dire, les analyses géopolitiques. Vous avez été aussi le premier à parler des routes de la soie avec la Chine et d'un rapprochement important géopolitique avec ce pays. C'est quelque chose qui était peu connu au moment où vous en avez parlé, dans le grand public en tout cas, et cela a aidé, je pense, nos concitoyens à comprendre ces enjeux. Vous œuvrez aussi pour la paix dans le monde. Vous avez cherché aussi le rassemblement des souverainistes. Je crois qu'aux dernières élections, vous n'êtes pas porté candidat, donc vous avez tenté d'aider Georges Kuzmanovic à avoir ses parrainages, malheureusement sans succès, et que vous œuvrez pour le rassemblement du camp souverainiste. Et donc, je voulais vous en remercier. Monsieur Cheminade, c'est à vous. Bonsoir et bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir invité parce que je pense qu'il est important que la parole puisse être partagée parmi tous les souverainistes pour arriver à quelque chose de plus qui est une union politique. Une union politique avec un projet et une union politique en pensant que toujours d'être à la fois dans les conditions actuelles où on a une menace de guerre en Europe et dans le monde, où il y a une menace de chaos économique et financier, il est d'autant plus important d'être une référence, et d'être une référence de raison, avec un chemin de la raison qui doit toujours passer par le cœur, et qui doit faire que, alors qu'il y a une certaine tendance aux émotions à partir dans tous les sens,
que l'émotion aille à quelque chose d'absolument fondamental. Et je crois que de ce point de vue-là, ce que nous avons dit en 1986, en dénonçant l'acte unique. L'acte unique, c'était la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Et nous avions dit à l'époque, c'est le commencement, c'était pas vraiment le commencement, mais c'est un aboutissement de la destruction de l'idée même de souveraineté nationale. Et à l'époque, ce qu'on a peu dit, c'est Chavronski à l'OCDE, Delors à la Commission, et qu'en-dessus au Fonds monétaire international, qui ont pensé que cette libre circulation des capitaux allait attirer éventuellement des capitaux en France, que la France allait se développer et réindustrialiser. Or, dès cette époque, nous avons dit que c'était une illusion ou un calcul de personnalité qui n'avait plus le sens de la nation et qui était corrompu à ce titre, et nous y avions dénoncé, et que, en réalité, il allait se produire une mainmise financière et une mainmise idéologique sur les pays, sur les nations, qui allait progressivement détruire ce qui les avait amenés à être dans leur histoire. Alors, disons, réindustrialiser la France ou disparaître comme nation libre, mais ça devrait être tout à fait une évidence. Et ça ne demanderait pas de discussion. La tragédie, c'est que, d'une part, il y a ceux qui ne le veulent pas et qui ont accepté cette réduction de la France à une nation qui n'en est même plus une, un ensemble dépendant, ou ceux qui sont incapables de conduire cette politique-là, cette politique de réindustrialisation. Alors je crois qu'il faut faire le tour des choses pour bien voir ce qui s'est passé et ensuite examiner en profondeur dans la manière d'être et de penser, notamment dans le domaine de l'éducation, ce qui s'est passé. Alors, la part de l'industrie dans le produit intérieur brut français, ça c'est connu, on est à 10-11% aujourd'hui, à 13,42 quand on est précis en 2021, c'était 23% en 1980 et 30% dans les années 50. Les ouvriers représentent aujourd'hui moins de 20%, à peu près 18% de l'emploi total, et on est passé de 30-33% dans les années 70-80 à ce 18-19% aujourd'hui. Il y a une politique qui a été une politique voulue d'abord. Il y a eu une vision qui est à la fois ignorante de ce qu'est vraiment une nation et qui en même temps, on peut le voir avec le président de la politique actuelle, d'une arrogance stérile. On s'est dit, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, donc on garde les conceptions en France, donc on est très fort et très intelligent, et loi de Ricardo, des avantages comparatifs, on délocalise vers des régions à bas salaire et c'est tout bénéfice, on fait de la Chine l'atelier du monde et ça marchera de cette façon. C'était Serge Surruc d'Alcatel qui disait à l'époque, l'idéal, c'est une entreprise sans usine. Alors, évidemment, on a détruit de cette façon à la fois notre fondement industriel, notre base industrielle, et la classe ouvrière. Et on cherchait effectivement à, disons, déconstruire ce que pouvait être une opposition de classe. Et cela a été fait en même temps qu'on a déconstruit l'ensemble industriel de la France. C'était à la fois économique et social dans une acceptation voulue d'une dépendance. On a fait grandir et développer en France les services et le luxe. Maintenant, vous voyez que, par exemple, je ne sais pas, la LVMH, c'est environ, si on ajoute Pinot, Kering, c'est environ 25% du CAC 40. Donc on a un CAC 40 porté par le luxe, avec en même temps pour le reste une politique de salaire modérée ou bas. Donc on a créé une désarticulation de notre ensemble industriel et cela a été encore
aggravé avec les noyaux durs de M. Balladur. C'est-à-dire, on a soutenu par secteur nos plus grandes entreprises pour en faire des sortes de monopoles dans leur secteur, avec des entreprises qui avaient une part croissante de leur chiffre d'affaires hors de France, et même la plus grande part, progressivement, de leur chiffre d'affaires hors de France. Par exemple, je prends L'Oréal, j'en parlais récemment avec l'un de nos dirigeants, c'est 60% des affaires en Chine, 25% ailleurs et 15% en France. Donc, est-ce qu'on peut parler encore d'une industrie ou d'une entreprise française? La question se pose. Et on a abandonné, évidemment, qui est le grand scandale, l'énergie qui pouvait être au fondement de cet ensemble industriel, puisqu'il faut de l'énergie pour faire l'industrie, c'est l'abandon du nucléaire. Et l'abandon du nucléaire, disons, euh, voulu. Maintenant, vous avez vu que euh, Roglio, les anciens dirigeants, même Gardonex, euh, et tous les dirigeants d'EDF ont dit mais voilà, c'était voulu, on nous a dit qu'il fallait peu à peu déconstruire le nucléaire et passer aux énergies renouvelables, et que le nucléaire n'en était pas. Et après, on s'étonne maintenant qu'à l'échelle européenne, dans la taxonomie qu'on a acceptée, on crée une discussion sur il faut pas ou il faut accepter le nucléaire. Donc, on l'a laissé tomber à la fois l'outil, à Flamanville, pour le PR de Flamanville, en prenant une main-d'œuvre en cascade à former, en ne préparant pas les plans et les conséquences de ces plans, et en ne voyant pas l'ensemble de l'outil. Conséquence, une partie des tuyauteries sont maintenant subissent des corrosions, et on a même dû importer une centaine d'Américains pour y faire face. Donc le scandale est complet dans ce domaine. Ensuite, il y a une politique volontairement subie. On s'est aligné politiquement sur les deux chevaux de froid, des deux chevaux de Troie à l'intérieur de l'Union européenne, du libéralisme financier, l'Angleterre et l'Allemagne, les gouvernements anglais et allemands. On a laissé l'Angleterre, et Maurice Allais avait établi cela, et moi-même, j'étais à ce moment-là associé à cette discussion. Maurice Allais a parlé et a montré qu'à partir de 1974, les conséquences de l'entrée de la Grande-Bretagne à ce qui était à l'époque le marché commun, eh bien, la France a progressivement perdu sa place en Europe parce qu'elle a été soumise à une priorité financière et plus à une priorité technique et industrielle. On a laissé aussi l'Allemagne progressivement la conduite de certains secteurs, et l'Allemagne a tout fait pour détruire notre nucléaire, avec un grand cynisme, puisqu'Angela Merkel, en 2011, a avoué que même en Allemagne, elle était une technicienne, elle était formée scientifiquement, il aurait fallu le nucléaire, mais que par opportunisme politique, elle a favorisé les énergies renouvelables, qui finissent par aujourd'hui paraître, dans leur développement en Allemagne, beaucoup plus polluantes que l'ont été même les énergies fossiles d'auparavant, puisqu'on est à faire à exploiter des mines de lignite à ciel ouvert. On est en train on le voit d'ailleurs, il y a une pollution en France qui vient très précisément d'Allemagne. Donc, il y a eu l'abandon du nucléaire et la perte également de notre rôle de dirigeant dans l'aérospatial. On garde une influence, on garde des institutions comme le CNES, mais on a perdu le gouvernail. Et vous connaissez le cas de General Electric, je ne veux même pas en parler, qui avait promis, en acquérant les turbines françaises, il avait promis de créer 3000 emplois, ils n'ont pas créé. En plus, ils ont pris les brevets, et maintenant ils sont prêts à nous revendre l'exploitation des turbines qui sont déjà relativement dépassées par rapport aux Japonaises. Donc c'est un scandale absolu. On est les dindons de la farce. On substitue aux experts publics, du secteur public, des experts de McKinsey ou d'autres. On peut citer plusieurs entreprises, même françaises. Et on a pris leurs experts du privé. Et dans le privé, au sein du privé, la priorité du financier sur l'industriel. Donc, c'est le comble. Et aussi,
On a laissé nos données, on a abandonné nos données, celles du ministère de la Défense, celles du ministère de l'Intérieur, on les a abandonnées à Microsoft ou à d'autres GAFAM américains. Et américains, ils sont plus multinationaux qu'américains, c'est encore pire. Et on a abandonné également, par exemple, toute la maintenance prédictive de quelque chose comme nos Airbus. Nos Airbus, la maintenance prédictive, où on sait d'avance qu'il se produira une panne et on intervient avant qu'elle se produise, c'est Peter Thiel et Palantir qui en ont pris le contrôle. Or, Palantir, société créée par la CIA à l'origine en 2004 et qui reste associée au service américain. Donc, il y a eu clairement, on a admis, comme l'a dit Macron un jour en anglais dans la télévision américaine, il a dit il faut déconstruire l'histoire de notre pays. Alors, je veux bien qu'on déconstruise, lorsqu'on fait quelque chose de nouveau, on déconstruit et on fait quelque chose de mieux, dans le même sens, dans la même direction. Mais là, c'était déconstruire, c'était pour déconstruire, pour nous livrer corps et biens à son nouvel ordre financier et monétaire international avec son idéologie. On a ainsi accepté la destruction progressive et accélérée de la souveraineté, de notre souveraineté nationale, avec la perte du secteur public industriel, mais la perte aussi des filières agricoles et une situation pour 80% de nos agriculteurs qui est terrible. Il y a 1 à 2 suicides par jour et on a créé une société de services avec de faibles salaires qui font que dans les restaurants, par exemple, du midi, on a dû prendre des travailleurs tunisiens parce que il n'y a des travailleurs français ne veulent pas et ils ne veulent pas y être parce que c'est un travail qui ne correspond pas à l'idée qui se faisait d'un travail. Donc, c'est l'idée du travail empêché, la fameuse idée du travail empêché. Mais parce qu'on a adopté en même temps des mesures sociales pour maintenir l'emploi, en même temps qu'on démantelait ou qu'on laissait démanteler l'industrie, des mesures d'emploi pour empêcher les révoltes sociales qui découleraient de cette situation. Donc, on peut dire qu'on a affaire, qu'on a eu affaire à un financier ou à des financiers incompétents associés à des dames patronesses hypocrites. Ça a été notre politique. Alors, par rapport à cela, je voudrais lire ce que disait De Gaulle, Charles de Gaulle, dans ses mémoires de guerre, dans l'Unité. Il disait faire acquérir par la nation la propriété des principales sources d'énergie, charbon, électricité, gaz, qu'elle est d'ailleurs seule en mesure de développer comme il faut, lui assurer le contrôle du crédit afin que son activité ne soit pas à la merci de monopoles financiers, frayer à la classe ouvrière par des comités d'entreprise la voie de l'association, affranchir de l'angoisse dans leur vie et dans leur labeur les hommes et les femmes de chez nous, en les assurant d'office contre la maladie, le chômage, la vieillesse. Enfin, grâce à un système de large allocation, relever la natalité française et par là rouvrir à la France la source vive de sa puissance. Telles sont les réformes dont je proclame le 15 mars 1944 que mon gouvernement entend les accomplir et qu'en effet il accomplira. Donc c'est l'œuvre du Conseil national de la résistance qui n'a pas été, cette œuvre, appliquée par rapport aux nécessités de la nation dans le XXIe siècle, aujourd'hui, qui demandait en effet certaines formes de réorientation. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. On a fait la destruction sans création. Pour penser à Schumpeter, la destruction créatrice, qui est une escroquerie, on détruit en fait et on ne reconstruit pas. On ne reconstruit pas pour faire mieux. Pour faire mieux dans l'impulsion que notre pays a marqué et a eu dans l'histoire européenne et dans l'histoire mondiale. Alors, je voudrais aussi citer, pour revenir à cette époque, un peu plus tard, Pierre Mendès France dans La République moderne, dans l'État et la planification économique, qui nous disait « Chacun reconnaît aujourd'hui que l'État est responsable de l'évolution économique, qu'il lui appartient de lutter contre les crises et le sous-emploi, d'orienter, de stimuler et de coordonner les efforts en vue de l'expansion et du progrès commun. Personne ne peut plus défendre sincèrement le libéralisme du dernier siècle. Personne ne croit plus à la valeur de la vieille formule « laissez faire, laissez passer ». Or, j'y reviens, 1986, l'acte unique, c'est sous la forme de la fin du XXe siècle, le laisser-faire,
le laisser-passer. Alors, dans ces circonstances, je veux prendre quelque chose qui est, je pense, un exemple intéressant de ce que j'essaye de dire. Emmanuel Macron a dégagé 30 milliards d'euros pour un plan d'investissement pour la France 2030, sur 10 ans. Alors, c'est en réalité un inventaire à la Prévert. Il n'y a pas de dessin cohérent. Il y a 10 points, 10 sujets, et on ne voit pas quelle forme, quelle architecture est fondée à partir de cela. Ces 10 points, intéressants, peut-être chacun d'entre eux, mais qui n'ont aucune cohérence. Et surtout, il n'y a rien sur la formation nécessaire, et j'en reparlerai tout à l'heure, pour assurer l'exécution de ce plan. Alors, ce qui est très frappant, c'est qu'il cite comme inspirateurs de ce plan Olivier Blanchard et Jean Tirole. Alors, je crois que c'est très intéressant de comprendre qui sont Blanchard et Tirole. C'est les partisans d'une économie comportementaliste. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par cette économie comportementaliste? Tirole, qui est dans cette école prestigieuse à Toulouse, qui sert absolument le système dominant, a un univers économique qui est composé d'un ensemble de comportements qu'il analyse. Pour cela, il a recours à la théorie des jeux et à la théorie de l'information. Vous voyez, c'est pas scientifique. C'est comme le dirait Norbert Wiener dans le cadre, qui était le père de la cybernétique, dans le cadre où on a un émetteur, un récepteur et un choc en retour, quel que soit le contenu. Donc on voit la forme, mais pas le contenu. La théorie des jeux représente et prédit les stratégies des différents acteurs économiques en situation d'interdépendance. Elle évalue les positions des uns et des autres autour de la table du jeu économique, c'est un véritable jeu. Et le pire, c'est que sur la bourse, on pouvait penser qu'il y avait un jeu de l'offre et de la demande. Bon, ce jeu avait un prix, il y avait un prix qui était établi chaque jour, qui était le fixing. Depuis, on peut jouer à chaque instant. Il n'y a plus un prix tous les jours, ça varie tout le temps. Et c'est un jeu sous domination d'algorithmes et de ceux qui ont conçu ces algorithmes. Donc on a pu dire, et moi je le dis, que c'est une économie de marché sans marché. Il n'y a plus de marché. Il y a une forme de dictature du financier sur l'industriel et le productif. Et c'est cela qui est en place depuis, disons, une dizaine d'années. Et auparavant, il y a eu en France dans les années 90, suite à l'acte unique et à toute la politique pseudo-européenne suivie, parce qu'il s'agit d'une politique de l'Union européenne associée à l'oligarchie financière transnationale mondiale, le monde de Wall Street et de la City que j'ai dénoncé. Il ne s'agit pas du tout de la véritable, ce que c'est la véritable civilisation européenne, pour laquelle je suis tout à fait partisan dans ce qu'elle a de meilleur. Non, là il s'agit d'autre chose. Donc théorie des jeux, mais une théorie des jeux dans laquelle les dés sont pipés, où les cartes sont pipées, où les actions sont pipées. Et théorie de l'information qui rend compte de la manière dont ces mêmes acteurs, les acteurs qui jouent à la table financière, usent des informations privilégiées pour parvenir à leurs objectifs. Donc, on a une société où il y a ceux qui anticipent le fond sur des orientations financières, avec des conflits d'intérêts permanents, et l'emportent à condition que leur enjeu ne soit pas remis en cause. Donc, ça, c'est la première chose qui s'est mise en place, cette théorie comportementaliste, avec le système d'information et la théorie des jeux. Alors, pour voir ce qu'il y a derrière, par exemple, Tirole suit de près, selon ses propres affirmations, la théorie de l'organisation industrielle de Keynes. Et il pense que les développements de neurosciences permettront un jour d'expliquer les décisions économiques. Donc l'être humain, pour ces Tirole et Blanchard, je n'ai pas le temps de parler de Blanchard, qui a un rôle fondamental au Fonds monétaire international auprès en particulier de Dominique Strauss-Kahn, mais aussi ensuite, et encore aujourd'hui. Pour eux, l'homme est un animal social dont on peut mettre en équation les comportements collectifs et individuels pour qu'une élite d'experts le conduise là où il faut, sans qu'il se mêle de ce qu'il ne peut pas comprendre. Alors, est-ce qu'on peut faire une industrie sur cette base? Certains en France le prétendaient,
Et j'aime prendre l'exemple de David Tesmar, qui était professeur à HEC, qui, 15 jours avant la prise des subprimes, partisan de ces théories de Blanchard, de Tirole, disait, 15 jours avant, dans les Échos, grâce à des instruments innovants comme la titrisation et les dérivés de crédit, chaque risque de défaut, au lieu d'être porté par une seule banque, est ventilé par un grand nombre d'acteurs, ce qui évitera une crise. La crise a été 15 jours après. Donc, voilà, ces gens-là sont en même temps des gens qui n'ont aucun sens de ce qui est vraiment la création humaine telle qu'elle s'exprime dans une industrie, et aussi, ils sont totalement incompétents sur ce qui se déroule dans la vie réelle d'une économie. Alors, cela se situe dans le contexte où le sort des enseignants en général a été, dans notre pays, à la fois, ils ont abaissé et en même temps détaché de l'économie créatrice. Vous savez que le salaire d'entrée hors prime d'enseignants titulaires du CAPES, en prenant en compte l'inflation, c'était égal à 2,3 du SMIC en 1980. Aujourd'hui, c'est 1,2 SMIC. Donc, c'est plus du tout la même chose d'être enseignant. De plus, le gouvernement actuel se moque d'eux, il se moque de nous, parce qu'il leur dit, voilà, il faut un choc d'attractivité, on va vous augmenter de 10%. 10%, même en l'augmentant de 10%, on est en retard sur la plupart des pays, et presque tous, de l'OCDE. Surtout, pour arriver à 10%, on inclut en réalité d'autres mesures qui ont déjà été prises, la prime informatique, ce qui est intéressant, de 150 €, ainsi que le dégel du point d'indice de tous les fonctionnaires, revalorisé de 3,5% en juillet 2022. Donc le pacte gouvernemental est basé sur une notion complètement frauduleuse de ce que devrait être une augmentation même de 10%. Et en plus, il prévoit que les enseignants auront des missions lorsqu'ils sont déjà surchargés en raison de l'insuffisance de recrutement. Donc, les enseignants ne sont plus dans la situation morale, intellectuelle qu'ils devraient avoir par rapport au rôle qu'ils doivent tenir dans la vie nationale. Alors, c'est frappant parce que on parle de relocaliser nos industries, qui est le sujet de ce soir, on en parle tout le temps, mais on n'organise pas les enseignants pour être orientés vers cela, et on crée pour eux à la fois des filières où la direction participative par objectif des entreprises, ce qui a été analysé comme la liberté d'obéir, s'appelle pédagogie par objectif dans l'éducation, le fameux PPO. Donc, on formate. Et ces enseignants qui sont réduits dans leur rôle à des rémunérations de plus en plus faibles doivent formater. Et formater, en particulier, on le voit dans les cours d'économie. L'économie, c'est l'économie du management. Et le secteur public, notre éducation nationale, a un enseignement officiel créé par l'Institut de l'entreprise et qui a un pacte, qui a un accord avec l'éducation nationale et qui promeut l'approche ultralibérale sur laquelle avait hier Michel Pébreau, qui était alors président du Haut Conseil pour l'éducation. Ce qui fait qu'il y a une véritable contre-révolution pédagogique qui s'est mise en place, faisant perdre à de larges masses de travailleurs toute relation avec le processus de production et on les branche sur le financier. Donc, dans ce contexte, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a un parcours pour les privilégiés et un parcours pour les dépossédés. Et le dénominateur commun, et c'est là que se situe la question pour l'industrie, qui doit être alimentée par la découverte, par la création, c'est quelque chose qui est basé non pas sur l'émancipation intellectuelle qui permet d'imaginer et de créer, mais dans les deux cas, pour des enseignants privés, pour des enseignés privilégiés et pour les autres, c'est basé, il y a un dénominateur commun qui est qu'il n'y a pas d'esprit de découverte. Alors, aux privilégiés, on fournit un entraînement intense à la promotion de compétences et à l'élaboration de procédures nécessaires pour gérer, pour manager le système existant.
Il y a le marketing, le merchandising, la finance dans les écoles de commerce, qui s'est substitué à la promotion sociale fondée sur les formations réellement scientifiques, qui donnent des ingénieurs, qui donnent des chercheurs. Et même les gens qui à Polytechnique devraient être formés comme chercheurs, comme ingénieurs, sont de plus en plus recrutés dans le secteur financier où ils apportent leurs compétences. Donc, il y a une transmission de l'industriel au financier qui est la véritable raison de cette dégradation de l'industrie chez nous et pour laquelle on ne réindustrialise pas, puisque c'est dans la nature du système qu'on a créé de ne pas être fait pour encourager et développer l'industrie. Alors, pour les privilégier, un entraînement au management, à la promotion de compétences, au formatage, et aux autres, 80% de la population, une éducation de fait, disons, limitée pour procéder aux applications, pour normaliser, je dirais, pour résumer, apprendre à se débrouiller avec Microsoft. Le dénominateur commun entre les privilégiés et ceux qui ne le sont pas, c'est qu'ils sont tous deux hors d'une culture de la découverte, de la création, et aux uns, la conception d'algorithmes et des compétences, et aux autres, le dressage pour devenir un supplément utile au numérique et bientôt à l'intelligence artificielle. Donc ça ne fait pas une industrie. Et si on voit le reflet de cela, c'est très intéressant parce qu'il y a un démantèlement des filières sciences et techniques industrielles, le STI, dans l'éducation. Donc, on réclame d'un côté la relocalisation des capacités productives, comme je l'ai dit, en France, on réclame de défendre notre souveraineté, mais l'enseignement secondaire industriel et le baccalauréat qui lui est dédié, le bac sciences et techniques industrielles, se trouvent peu à peu devenir un outil de l'adaptation à un ordre financier, réforme Luc Châtel des filières STI de 2010 et la réforme suivante de 2018. Alors, il y a eu une pétition nationale dès 2010 des professeurs de STI qui constataient les dégâts. La pétition dit le côté professionnel de la formation disparaît quasiment, l'enseignement pratique sur du matériel professionnel est remplacé par de la simulation sur ordinateur et des cours magistraux, fini la main à la pâte, qui était pourtant la motivation principale des élèves. Et je continue en citant une enseignante et militante qui s'appelle Fatia Agag Boudjala, qui, elle, dit explicitement il n'y a qu'à voir les filières proposées et cette volonté de casser les orientations vers des voies industrielles d'excellence, c'est qu'un lycée professionnel offrant des filières tertiaires peu qualifiantes, secrétariat, accueil, coûte 4 fois moins cher qu'un lycée professionnel industriel, qui a de plus l'avantage d'absorber une plus grande masse d'élèves. Ils sortiront diplômés, mais leur diplôme n'aura qu'une très faible valeur. Et c'est là que exactement ce qui se passe. On est dans l'hypocrisie. On prétend qu'on veut que l'industrie revienne en France, mais on enseigne à une priorité financière qui, elle, est consubstantielle avec une idée de délocalisation vers des salaires les plus bas. Donc, ce qu'il faudrait considérer, c'est ne plus considérer l'assistance par les outils informatiques comme une prothèse à l'imagination et à la création. Il faudrait ne pas assécher les esprits par un excès, je dirais, d'utilisation de logiciels à l'intelligence réductrice et uniformisante. Et surtout, il faut réhabiliter l'enseignement technique par rapport à l'adaptation à un enseignement basé sur la rente financière à court terme, même pas à long terme, de plus en plus à court terme. Donc, on est lié à cette, disons, situation où on ne réindustrialise pas, et c'est la raison pour laquelle on ne le fait pas. Il y a une conception du monde qui est une véritable contre-révolution pédagogique. C'était un économiste allemand du XIXe siècle qui disait ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais des architectes de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'imagination le travailleur. Et là, on va jusqu'à faire les objectifs auxquels on doit parvenir comme le sujet dans la recherche elle-même.
C'est-à-dire qu'on démantèle la recherche fondamentale telle qu'elle devrait être et on donne des financements avec des objectifs d'avance, avec des étapes d'avance, au lieu d'ouvrir le jeu vers l'imagination créatrice des chercheurs. Donc, on a un système qui est de plus en plus enquisté dans un ordre de gérer les choses dominé par le financier. Alors, ça va jusqu'à l'apprentissage. Vous savez, on se flatte qu'on est arrivé à... On arrive actuellement, c'est 800 000 en 2021, on est près d'1 million d'apprentis, qui étaient seulement 438 000 en 2016. Ce qui est une bonne chose, hein, ça apparaît. Mais eux-mêmes sont adaptés à ce système et le ministère a prévu des groupes de travail où ils étudient comment cette adaptation pourrait, d'une façon ou de l'autre, être encore plus avancée. Alors, par rapport à cela, dès l'acte unique, nous avions mis en garde sur cette évolution qui porte en elle, logiquement, la désindustrialisation de notre pays. Donc, pour réindustrialiser et rétablir la souveraineté nationale, il faut retrouver, non seulement reprendre le contrôle des choses, mais avoir un grand projet qui permette de reprendre le contrôle des choses. Et on ne peut pas dire souveraineté, souveraineté, sans considérer que si le ministère de la Défense donne ses données à Microsoft, que si même le ministère de l'Intérieur le fait, que si nos grandes entreprises et ces productions sont en cet ordre-là, comment pourrons-nous, nous-mêmes, avoir cette souveraineté et cette indépendance? Alors, ce que nous défendons, et je pense que c'est la réalité, ça ne peut être fait qu'avec un État-nation qui ait vraiment les moyens de faire sa politique, ce qui veut dire, et c'est une question politique à négocier, comment on l'organise, sortir de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro, mais avec un projet et un plan. Et c'est à cela que nous, souverainistes, devons travailler sans considérer les étiquettes, mais en considérant l'objectif commun que nous voulons atteindre. Alors, il faudra voir de beaucoup plus près cette question de l'éducation. Nous allons produire à Solidarité et Progrès un rapport sur l'éducation montrant les raisons pour lesquelles et comment, par rapport à ce que je viens de vous dire, comment elle a été détruite et comment cette destruction est une chose qui empêche la réindustrialisation de la France, fondamentalement, parce que ce n'est pas voulu. Et ensuite, de dire comment rétablir un environnement réactif pour les PMI, PME. Les PMI, PME, c'est 2 tiers des emplois environ, hein, c'est pas exact, mais c'est à peu près ça, 2 tiers des emplois et 2 tiers de la contribution au produit intérieur brut de notre pays. Donc, alors que le CAC 40, près de la moitié du capital est possédé par des investisseurs étrangers, qui réalisent 75% de leur chiffre d'affaires et 80% de leurs bénéfices hors de France. Donc, il faut revenir à la conception qu'on a appelée à une époque et qui est abandonnée en Allemagne elle-même de la Mittelstand ou de la PME vraie, qui doit bénéficier du plein droit d'accès à tout contrat confié à une instance gouvernementale. C'est un minimum de 25%. Or, l'Europe s'est engagée à interdire cette possibilité. On l'a fait dans l'Organisation sur les marchés publics, AMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Et elles, les entreprises américaines, ont obtenu une exception. Donc, on n'a pas su se défendre, comme dans tous les autres cas. Et on n'a pas voulu. Je pense que c'est un projet voulu au niveau de nos élites pour qui la nation n'est pas le domaine dans lequel elle puisse opérer et auquel elle s'identifie. Elle s'identifie à un démantèlement des instruments et des moyens de la nation. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer ce soir. Donc, les PME devraient être directement associées à un grand projet pour la recherche et le développement, pas de 30 milliards d'euros, comme dit Macron, mais beaucoup plus. Un projet organisé, prévu et établi, et un projet où les choses soient cohérentes avec un protectionnisme intelligent, pas un protectionnisme de l'imagino, mais un protectionnisme intelligent, de grands fonds d'investissement dans les PME, éventuellement même un système bonus-malus ou d'imposition différenciée selon qu'on crée des emplois productifs industriels, et une formation professionnelle qui revient. Alors, un Jean-Luc Mélenchon disait très justement qu'on est passé de 4 ans à 3 ans et que c'est très mauvais. C'est vrai, je suis d'accord avec lui sur cela, mais il ne voit pas du tout quel devait être le contenu de cette formation professionnelle, à la fois émancipatrice, amenant des connaissances
et en même temps permettant sur le terrain de mettre à l'épreuve ses connaissances et ses compétences directement dans les métiers d'avenir. Moi, j'ai vu que plusieurs enseignants dans les lycées pro ou dans les SECPA, qui sont pour les étudiants décrocheurs, ils connaissent même pas les métiers dans lesquels devraient aller ceux qui sont avec eux. Ils connaissent pas l'industrie, ils connaissent pas notre tissu industriel. Donc on a un tissu industriel qui, d'une part, on est en train de détruire, et d'autre, ou de déconstruire, ou de démanteler, et de l'autre part, on a des enseignants qui ne sont pas, disons, concernés réellement par ce qu'ils pourraient bâtir. Je pense qu'il faudrait en France un service public de l'orientation permettant d'orienter les élèves et dans un projet qui rétablit la priorité de l'industrie, de la recherche et de la production et qui permet, et c'était pour moi le véritable, il y a 3 éléments pour moi qui disent qu'une économie fonctionne bien. Le premier, c'est l'espérance de vie qui s'accroît. Je vous rappelle, par exemple, que l'espérance de vie en Chine est en train de dépasser l'espérance de vie, a dépassé l'espérance de vie aux États-Unis. On connaît peu cet état de fait. Il faut qu'il y ait une hausse de la productivité par être humain, par unité de surface et par gramme de matière apportée ou par kilo de matière apportée pour la production. C'est la productivité, mais la productivité physique, pas la productivité mesurée en termes monétaires. Il ne faut pas mesurer en termes monétaires. Nous citons toujours ce que le conseiller de Pierre Mendès-France et de la France libre disait, Georges Boris, si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Et la monnaie elle-même est contrôlée, comme le dollar aujourd'hui, même plus par la nation américaine, par une oligarchie financière internationale installée en particulier à Londres et Washington, mais qui a ses filiales à Paris, à Berlin ou à Milan en Europe. Donc, c'est tout un système qu'il faut changer si on veut réellement réindustrialiser. Et il faut prendre son courage à 2 mains et penser qu'on est là pas pour réparer, mais pour refonder, et que cette refondation doit être l'objectif et le travail de nous autres souverainistes pour redonner au pays un sens et à ceux, aux élèves qui sont dans l'enseignement ou à l'université, un sens aussi de ce pourquoi ils sont là, pas seulement pour gagner de l'argent qui leur permettra de survivre, mais pour faire quelque chose d'utile à leur famille, à leur pays, à leur nation et à l'humanité. Et c'est pour ça que nous défendons une politique dans laquelle chacun doit se considérer, comme le disait De Gaulle à Alger en 1943, à la fois patriote et citoyen du monde. Il disait en 1943, la France manque au monde, elle lui manque aujourd'hui, encore autant qu'en 1943, mais il disait la France ne peut être grande que si elle s'assimile le meilleur de l'autre. Et à ce moment-là, la France, qui est une certaine idée, qui est une idée, se développe dans l'histoire avec une conformité à sa dynamique et à ce qu'elle a été, il n'est richesse que l'homme, Baudin, Jean Baudin, et de ce point de vue-là, elle apporte quelque chose qui sera essentiel, je pense, et à l'Europe et au monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire un rôle de catalyseur. On n'est plus un très grand pays, une très grande puissance, mais on peut être un catalyseur fondamental en donnant l'inspiration, en donnant la direction vers laquelle ce monde doit aller avec ce qui se passe dans l'Organisation de la coopération de Shanghai, ce qui se passe dans les BRICS et tous les pays qui adhèrent et qui sont en train de créer un ordre alternatif qui est encore un ordre qui n'est pas un ordre, qui est une orientation, une tendance, mais très intéressante. J'ai vu moi-même quand j'étais récemment en Turquie, et que de ce point de vue-là, la France a un rôle, si elle reprend l'idée qui était celle d'idée de l'État et le sens de la période du gaullisme, ou même l'idée qu'avait un Mendès-France, qui est semblable de ce point de vue-là, bien que les deux personnes ne se soient pas entendues. De Gaulle disait Mendès-France est un cheval qu'on n'attelle pas. Bon, mais il y a une orientation à laquelle on doit revenir, et cette orientation doit être une orientation dans laquelle on ne fait pas de compromis idéologique
avec les gens qui sont en place, pas avec le régime des partis, et on se situe au-dessus, parce qu'on est à une époque, si on ne fait pas une coïncidence des opposés, de gens qui sont en contradiction à un certain niveau. Et si on ne le fait pas à un niveau supérieur, on ne développe pas la nation, et on ne développe pas une entente de nations et de nations libres à l'échelle du monde. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Jacques Cheminade, pour cet exposé très complet, très référencé et finalement optimiste. C'est vraiment très réconfortant de vous entendre. Alors, nous avons plusieurs questions qui sont arrivées. Je vais vous lire la première. Réindustrialiser dans tous les domaines me semble difficile, vu l'état de déliquescence de nos capacités industrielles actuelles. Ne faudrait-il pas définir un plan de réindustrialisation en privilégiant d'abord certains secteurs? Et dans ce cas, pourriez-vous nous lister les priorités pour cette première phase? Oui, et c'est tout à fait vrai. On ne peut pas tout faire dans tout. On l'a jamais pu dans l'histoire, d'ailleurs. C'est pas nouveau. Donc, mais il faut, c'est de ce point de vue que j'ai attaqué le plan Macron, à considérer qu'il soit honnête, de 30 millions d'euros en 10 ans, avec 10 points qui n'ont aucune cohérence et aucun rapport entre eux et sans la formation qui lui est attachée. Donc, il faut faire un plan, moi je pense, où il faut la première chose, les deux premières choses, c'est une formation, une politique d'éducation à ce que représente la recherche et l'industrie pour qu'on ait des ingénieurs et des chercheurs et pas des écoles de commerce, disons, ou maintenant en France, hein, où en deuxième année, dans les meilleures d'entre elles, tous les cours sont donnés en anglais et pas en français. Donc, il y a un changement de ce point de vue-là. Et puis, il y a l'énergie. Alors, il faut le nucléaire de l'avenir, qui ne soient pas simplement les EPR, qui, moi j'étais, je pensais que les EPR, le projet Westinghouse, dopé par du contrôle et de la sécurité à long terme, ce n'était pas un bon projet. Il faudrait le nucléaire du futur, alors à plus long terme, évidemment, la fusion thermonucléaire contrôlée, et à plus court terme, les filières de la génération nouvelle de la fission. Et ça veut dire, en particulier, les filières tritium ou les filières à neutrons rapides. Alors, on peut faire, il y a des gens qui ont des SMR, des petits réacteurs, de grands réacteurs, on peut en faire aussi, mais pour ça, il faut, comme pour le reste, comme vous l'avez dit, il faut un projet, il faut un programme. L'échec de l'EPR, c'est qu'on n'a pas eu ce projet scolaire, on a sauté par-dessus certaines contraintes, notamment dans ce qu'on a fait en Finlande, et on a créé quelque chose comme si c'était euh, pas un projet, on a sauté l'étape du projet, on est passé directement à l'étape d'opération, sans les moyens d'une opération et sans la formation des gens. On a fait la sous-traitance en cascade, qui est un désastre dans ce domaine. Donc, il faut rétablir une certaine conception de se créer, dans tous les domaines, une industrie cohérente. Donc, le nucléaire me paraît un secteur essentiel associé à ce qu'on peut faire. Donc, le nucléaire hydrogène est une filière intéressante et toute l'aérospatiale. Alors, l'aérospatiale, c'est très intéressant parce qu'il y a un domaine déjà où il y a une coopération, par exemple, entre la France et la Chine. On a une chaîne de montage à Taïjin, en Chine, d'Airbus, qui est la seconde, je crois, au monde parmi les Airbus. Donc, il y a tout un domaine auquel on doit essayer de voir, par exemple, des satellites, de voir les satellites, comment on peut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser au Starlink d'Elon Musk la disposition du monde. Et on assiste à quelque chose de très dangereux, qui est une oligarchie non seulement financière, mais qui domine le domaine de l'information et du numérique. Elon Musk, c'est l'exemple même. Et des gens qui pensent que peu importe que ce soit Trump ou Biden aux États-Unis, nous serons plus puissants qu'eux. Et c'est vrai, dans un sens, en s'associant aux financiers. Donc, il faut faire quelque chose qui permette de résister. Et moi, l'autre priorité que je verrai, c'est avoir un véritable plan indicatif, que ce ne soit pas simplement des choses qu'on balance comme ça, qu'on discute et avec les travailleurs, et avec les chefs d'entreprise, et surtout avec les chefs d'entreprise de PME, et qu'on, dans ce plan indicatif, à partir de l'énergie et ce qu'on peut faire dans l'énergie, on voit les secteurs qui peuvent être chez nous prioritaires.
Alors aujourd'hui, de fait, et je le disais tout à l'heure, c'est dans le CAC 40, c'est Hermès, Kering, LVMH. Est-ce qu'on veut quelque chose basé sur le luxe ou est-ce qu'on veut, dans le véhicule automobile, le luxe? Alors, il y a un plan qui est intéressant, le plan de batterie à l'échelle de l'Europe, mais à condition qu'on le fasse non pas comme imposé d'en haut, mais comme l'association de différents éléments pour faire ce plan. Ça a marché jusqu'à un certain moment dans l'Agence spatiale européenne, qui était hors institution européenne existante, hein. Mais maintenant, ça marche moins bien parce que là aussi, la priorité financière est venue. La France y a sa part très importante et les autres beaucoup moins. Donc, il y a toute une politique de voir les secteurs dans ce qui est associé au développement des choses de pointe dans l'aérospatiale et dans le nucléaire, qui est tout le secteur du numérique, de l'intelligence artificielle, dans lequel on ne peut pas dominer seul, mais où il faut des alliances avec d'autres pays en Europe ou ailleurs dans le monde. En Turquie, il y aurait des gens très intéressés par cela. Donc, il faut penser de façon très libre à un esprit d'association dans lequel on pourrait réussir à partir d'un noyau dur, un vrai, hein, celui-là, qui serait l'énergie, et tenir l'aérospatiale. Et à partir de là, aussi, développer l'agriculture. On a tous les moyens modernes de développer une agriculture. Les capteurs, tout le système, il y a des fermes modèles informatisées. Tout ça est très intéressant, mais c'est une minorité de la minorité. Les pauvres agriculteurs, eux, dans le système dans lequel ils sont tenus à la fois par les industriels de l'agriculture et par les distributeurs. Et dans la grande distribution, et c'est là qu'il faut une réforme de tout le système financier pour sortir de là, dans la grande distribution, les bénéfices sont par les surplus de trésorerie investis dans les marchés financiers. Donc, ils ne sont pas tellement sur la barquette dans le supermarché, mais ils sont dans le flux financier que ces entités, que ces centres génèrent. Donc, il y a toute une priorité du financier dont il faut sortir. Et à ce moment-là, il faut un débat national à partir de ce qui est certain, l'énergie, ce qu'on va faire, et l'aérospatiale, ce qu'on va faire. Et je crois que là, il y a matière à, pour des gens plus compétents que moi à déterminer dans quel secteur on doit aller à partir de cet élément moteur et d'un plan indicatif associant tous les composants des forces vives de la nation. Bien, merci beaucoup. Nous retiendrons donc essentiellement l'énergie et l'aérospatiale. C'est vrai que ce sont en plus déjà des secteurs d'activité où la France a déjà bien rayonné dans le passé, où elle pourrait reprendre parfaitement sa place. Et Une autre, la reconstitution de filières agricoles, qui sera très et la importante. reconstitution de filières agricoles, bien entendu. Alors, une autre question, c'est vous avez abordé le sujet des neurosciences tout à l'heure. Si l'on imagine que ce sujet pourrait être source de développement, ne pensez-vous pas qu'entre les mains des acteurs politiques actuels, les obligés de la finance, il deviendrait une arme dangereuse pour l'humanité? Pour ma part, lorsque j'entends Laurent Alexandre, cela me fait peur. Moi, cela ne me fait pas peur. Donc, non, les propos sont effarants, ou les propos d'autres. Ils se situent tout à fait dans la logique du père de la cybernétique, qui était Norbert Wiener. Et j'ai ici sa citation qui faisait et qui fait froid dans le dos quand on pense aujourd'hui. On est en 1949, hein, et c'est la lettre au syndicaliste Walter Reuther, qui était le syndicaliste de la CIO à l'époque aux États-Unis. Et il lui écrit: je sais pertinemment que toute main-d'œuvre, dès lors qu'elle est mise en concurrence avec un esclave, que l'esclave soit humain ou mécanique, doit accepter les conditions de travail de l'esclave. Voilà, c'est dit brutalement de cette façon-là. Et aujourd'hui, en effet, toute l'éducation est faite pour formater, enregimenter les gens dans cette structure de dépendance. Et neurosciences, les fans de haine, le couple de haine-Blanquer, mais c'est exactement ça. C'est exactement cette déformation. Et c'est quelque chose qui est un instrument, les neurosciences, de destruction, euh, qui peut être utilisé comme instrument, et qui est utilisé comme instrument de destruction. Je ne crois pas qu'elle puisse rendre compte du fonctionnement de l'imagination et de la créativité humaine. Je pense que
elles peuvent être utiles dans certains cas de maladie ou certains cas de problèmes, mais limitées à là. Elles ne doivent jamais rentrer dans un instrument politique et jamais dans un instrument de pouvoir. Jamais. Sans ça, on est dans Aldous Huxley. Vous savez, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, ça a été écrit en 1937, où, où les choses qui viendront, Things to Come de Wells, tous ces gens-là ont réfléchi à comment ils allaient tenir une société qui devait créer quand même pour pouvoir se poursuivre, mais donc il devait contrôler la création. Et ce que dit Huxley dans Le meilleur des mondes, Brave New World, c'est très intéressant. Il dit il faut tenir deux choses qui émancipent les gens qui sont dangereuses, c'est les sciences. Et on réduira les sciences aux techniques et à l'innovation. Il n'y aura plus de découverte de principes physiques nouveaux. Or, pour moi, l'éducation se doit revivre les grands principes physiques qui ont été faits dans le passé, et les chercheurs faire des découvertes de nouveaux qui permettent à la société d'accroître sa productivité et d'accroître la capacité d'accueil humaine. Ce n'est pas du tout la vision écologiste dévoyée. Il y a une écologie et une science de l'écologie, mais là, elle est complètement dévoyée et elle juge l'être humain comme un pollueur, un prédateur, par nature. Et je crois que le point fondamental là, contre Huxley et contre cette école anglo-américaine, mais de source dans les pouvoirs impérialistes et coloniaux. Nous avons été contaminés aussi en France. Hein. C'était de dire l'être humain est un être qui a peut-être tendance à faire de mauvaises choses, il faut les réprimer, et les réprimer, ça suppose un système de régalien organisé qui doit se fonder sur une autorité qui peut être bienveillante ou malveillante, mais qui tienne les gens pour empêcher de faire le mal. Je résume, hein, ce que dit en gros Huxley. Et que avoir la science, ça peut être dangereux, la science peut détruire le monde. Et ce qu'il dit de ce point de vue-là, c'est qu'il y a autre chose qu'il faut retenir ou qu'il faut empêcher, c'est la création dans le domaine artistique. Et il dit dans l'art, il faudra remplacer ce qui peut être créateur et inspirer la science dans l'art, il faudra le remplacer par les perceptions sensorielles et faire un art où on s'éclate dans la perception. Si vous regardez l'art contemporain, c'est exactement ce qui se passe. Donc on y est dans ce monde-là. Mais Huxley écrit encore une chose en 1953, c'est le retour au meilleur du monde. Et ce qu'il dit là, c'est qu'il a oublié une chose, c'est qu'il faudra réduire la population. Parce que le monde, un monde qui croît de façon infinie, avec des ressources finies, c'est un problème. Il ne voit pas du tout qu'il y a quelque chose qui est un pouvoir pratiquement infini, qui est la capacité créatrice de l'être humain. Mais cette capacité créatrice, évidemment, doit être mesurée, doit être dans le contexte social, et tout le reste, c'est vrai. Mais nier que l'être humain puisse être créateur, c'est en réalité être dans un pessimisme social qui fait qu'il justifie les tyrannies directes ou indirectes. Et actuellement, dans les pays occidentaux, nous avons un système indirect de contrôle. Il suffit de voir les élections présidentielles. J'en ai été victime, je voudrais vous en parler pendant plusieurs heures, et j'en ai parlé à certains membres du Conseil constitutionnel qui ont tout à fait reconnu qu'ils avaient agi comme une mafia pour éliminer quelqu'un qui tentait de dire la vérité. Donc, vous avez un système très organisé et qui utilise, entre autres, la mainmise sur l'information, les médias, et qui utilise les neurosciences. Et les neurosciences, un domaine qu'elle utilise, c'est le contrôle des réseaux sociaux, où les gens en place qui ont leur façon dominatrice de voir le monde essayent d'engendrer la perturbation dans les réseaux sociaux pour, à l'aide de principes et de procédés de neurosciences, créer une diversion, une dispersion des énergies qui fait que finalement, ils pourront appeler ça le conspirationnisme. Et en effet, il y a un conspirationnisme qui est créé, qui est induit par des gens qui sont en place et qui veulent pas avoir des ennemis qui soient organisés, qui aient un projet, qui aient un programme, mais ils veulent créer le trouble et la discorde chez leurs ennemis pour qu'il n'y ait pas un projet alternatif. Et nous, ce que nous essayons de faire, c'est de faire ce projet alternatif. Alors revenons à Huxley en 1953. Il dit, j'ai oublié une chose, c'est qu'il faudra promouvoir les drogues,
pour que les gens soient dans un état propre à être contrôlés. Et il faudra promouvoir le malthusianisme, il faut empêcher le monde d'être trop peuplé. Et c'est là qu'il écrit, évidemment, et qui participe à tout le projet LSD. Alors, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'une partie de la vérité ressort. Nous avons écrit dans notre journal un commentaire sur les 12 pages, 6 fois 2 pages dans Le Monde, montrant comment tout le projet des drogues, de la psilocybine pour les champignons, des drogues alternatives de l'époque, dans les années 50, était voulu comme un procédé qui allait détourner les étudiants américains qui contestaient la guerre au Vietnam et qui contestaient la tournure politique que prenaient les États-Unis, pour les détourner dans un hédonisme et une fixation sur la perception et l'immédiat, c'est Woodstock. Et en France, ça a été l'exploitation de ce désir de justice qui était en mai 68 et le détournement dans des domaines également de perception, dans tous les domaines, et dont en particulier que les anglo-saxons, les anglo-américains appellent non pas la déréglementation, mais la dérégulation des mœurs. Et cette dérégulation des mœurs a précédé la dérégulation financière. À l'époque, c'est mes premiers entretiens avec Lyndon LaRouche aux États-Unis, revenons-y, il me disait, et je disais, j'étais tout à fait d'accord avec lui, il y a une financiarisation des économies contre l'industrie et contre la production. Et c'est le Fonds monétaire international qui préside à ça. Si vous attaquiez ça à l'époque, vous étiez de gauche ou d'extrême gauche. Vous étiez repoussé. Maintenant, on disait, il y a quelque chose qui se passe dans le domaine culturel. Il y a une sous-culture qui se met en place, la tolérance des drogues, le dévoiement sexuel en sexe marchandise, tout le domaine d'un art basé sur la perception, etc. Si vous attaquez ça, vous étiez de droite ou d'extrême droite, parce que c'était la liberté, etc. Bon. Maintenant, si vous regardez les deux choses, c'est une progression parallèle dans un monde à la Huxley. Si vous regardez les références, il y en a beaucoup d'autres, mais Huxley était un des plus cohérents dans ces références-là. C'est un monde à la Huxley, dans lequel vous contrôlez à la fois et la science et l'industrie par la finance, et vous contrôlez tout ce qui est les émotions par tout ce qui est une contre-culture basée destructrice. Et c'était dans un moment je dirais, de prise de conscience, ce que c'était déjà dans Paul VI. Jean-Paul III appelait justement une culture de la mort, c'est-à-dire une culture qui n'est pas basée sur la création de l'être humain, mais qui est basée, vous savez, quand j'ai fait HEC en 1900, c'était très tôt, c'était déjà très tôt, enfin par rapport à l'histoire d'aujourd'hui, je vais parler de la préhistoire, c'était en 1960. Et j'ai eu comme sujet à l'écrit, commenter et discuter cette pensée de Paul Valéry, l'histoire du monde fini commence. Déjà, cette idée d'un monde fini. Et il n'y a pas de monde fini. Il y a une création continue, et l'être humain, par sa capacité de créer, se met en accord ou pas avec cela, en mesurant sa responsabilité et les conséquences sociales de sa création. Mais ce n'est pas en niant la création. Et on est dans un monde où, tant dans le domaine financier que dans le domaine de la contre-révolution culturelle, on nie la création humaine et cette capacité de l'être humain à faire le bien parce qu'il est prédisposé à faire quelque chose d'utile à sa semblable. Merci beaucoup. Il est vrai que on dit toujours qu'il faut lire George Orwell, mais on devrait encore plus lire Aldous Huxley. Merci d'avoir. Aldous Huxley est pervers, Orwell non. Oui, en effet. Alors, je vais vous poser la question suivante. Nous avons reçu en octobre 2022 Jérôme Yanez, président de Écologie et Démocratie et membre de Génération Frexit, sur le thème suivant: la décroissance est inévitable. Vous qui êtes un ardent défenseur de la croissance, comment envisagez-vous une réindustrialisation, facteur d'une nouvelle croissance face aux défis écologiques? Et donc, toujours la question, la croissance infinie dans un monde fini. Alors, je suis un ardent adversaire de la croissance financière. Parce qu'on confond les choses. C'est la croissance évaluée en monnaie? Non. C'est la croissance évaluée
en quelque chose qui permet à l'être humain, dans l'univers, d'accroître sa capacité d'accueil pour lui-même et pour la nature. Et je crois que ce point de vue, dans les pays occidentaux, la coupure entre humain et nature, entre corps et esprit, est quelque chose dans lequel on a à certains s'inspirer des origines du christianisme. Il n'y avait pas cela, c'est qu'on est tombé dans le filet d'Aristote qu'on est passé là, et de revenir à la question de la création, l'allégorie des cavernes de Platon, et dans les civilisations orientales, cet accord entre l'homme et la nature pour se construire de conserve. Et les Chinois ont une certaine idée de ça qu'on ignore tout à fait dans les pays occidentaux. Donc, je pense que le grand escroquerie, c'est Jean Covici, dans sa bande dessinée, 600 000 exemplaires. Hein. Il est pour le nucléaire, mais ça pourra ralentir la décroissance. Donc, prolonger l'agonie. Je pense que c'est pire que tout de pouvoir affirmer des choses pareilles. Je n'ai aucune sympathie pour le polytechnicien, n'a même pas l'excuse d'être ignorant que M. Jean Covici. Toujours sur les questions justement de développement et d'écologie, est-il vraiment nécessaire d'empêcher les Africains de construire des centrales électriques au charbon pour lutter contre le réchauffement climatique, ou bien est-ce du malthusianisme déguisé? Les Chinois ont répondu, hein, ils construisent des centrales au charbon, mais avec des procédés ultramodernes. Donc, ils ne peuvent pas passer directement à une société à la fois du nucléaire et d'énergie non fossile. Ils ne peuvent pas. Donc, pour les pays, s'ils veulent maintenir leur niveau de vie, ils doivent continuer à faire des centrales au charbon, à condition de bien les faire avec des spécifications modernes, quitte à passer très vite au nucléaire et à des formes non polluantes, comme le charbon. Mais on ne peut pas les arrêter en disant, nous, en Occident, on peut sortir du charbon parce qu'on n'a plus besoin, mais vous aussi, vous resterez, vous ne faites pas le charbon, on vous impose ça. Ben, c'est détruire la population et détruire la capacité de croissance. Donc, il y a à voir comment on peut organiser un processus dans lequel des modes d'énergie qui incluent de plus en plus de la découverte humaine, des moyens qui permettent d'être le moins polluant possible, parce que tout ce qu'on fait est polluant, mais on peut le diminuer au maximum. Donc, voilà, et de voir comment on peut concevoir un développement qui donne pour priorité à l'humain, mais un humain qui est capable de contrôler ses effets dans la nature tout en assurant son développement. Et ça, c'est se retourner vers une réflexion vraiment écologique et pas une décision, et pas les Verts qui ignorent tout de l'écologie, la véritable. Alors, quel regard doit-on avoir sur la Chine? Doit-on s'en méfier, la prendre pour un adversaire de la France ou de l'Europe, ou chercher à s'en faire une alliée? Et en ce qui concerne, vous avez cité tout à l'heure donc l'aéronautique et l'aérospatiale, une coopération avec la Chine ne risque-t-elle pas en fait de donner des transferts de technologie à la Chine qui finiraient par les maîtriser et ne plus avoir besoin d'une quelconque coopération? Alors, je dirais qu'on n'a pas beaucoup le choix compte tenu de ce que sont devenus les pays occidentaux. Donc, de ce point de vue, il se crée de façon qui n'est pas organisée, mais il se crée un front du refus contre ceux qui veulent imposer aux pays du Sud ce qu'on appelle le Global South, une politique qui est une politique, disons, malthusienne, financière, et en même temps inspirée depuis les bureaux et pas depuis le terrain. Donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose, c'est pas la Chine, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Je l'ai vu, en particulier, lorsque j'étais récemment en Turquie, par les partisans réels, pas les faux, de Kemal Atatürk. Qu'est-ce qu'avait fait Kemal Atatürk? Il y a quelque chose de très intéressant dans ce qu'a fait Kemal Atatürk, si vous considérez les cultures. Hein. C'est important de poser la question comme ça. Il a fait faire une statue à la gloire de Benoît XVI, dans un pays, la Turquie, qui était à majorité musulmane, à Benoît XV, pardon, à Benoît XV, par les efforts qu'il avait fait pour faire la guerre, pour faire arrêter la guerre en 14-18. Et je crois qu'aujourd'hui, ce genre de leçon, pour faire la paix, ça doit être une priorité. Et pour faire la paix, on a sans doute besoin de la Chine et de mieux connaître la Chine, mieux connaître sa culture, mieux connaître ce qu'elle est, sans angélisme, mais
en voyant bien que si on fait des transferts de technologie, oui, ils les prendront, hein, les technologies, comme nous les avons pris. Après tout, les frères franciscains ont pris toute la technique des vers de soie et de l'exploitation des vers de soie, et l'ont ramené à Lyon c'était en 1500 et quelques, c'est au XVIe siècle. Donc, ça se transfère, les technologies, ça se développe. Il ne faut pas avoir peur d'une partie du monde qui se développe, à condition que nous-mêmes, nous développions davantage et nous soyons beaucoup plus inventifs. C'est toute la question de ce soir. Comment est-ce que chez nous, on va développer une culture de la science, une culture de l'art, une culture de la vie et une culture de la découverte? Et ça, c'est le grand effort qu'on doit faire. Et de ce point de vue-là, le mot allié me plaît pas. D'ailleurs, les Chinois ne veulent pas comme ça. Ils veulent un système gagnant-gagnant avec des partenaires qui coopèrent. Donc, je préfère le mot de coopération. Allié, on est, comme le disait le général de Gaulle, dans un système qui est celui du monde occidental, dans l'affaire dans laquelle on doit dire aux États-Unis les 4 vérités, et en particulier qu'ils doivent arrêter de détruire l'Europe et arrêter de faire massacrer les Ukrainiens. Ils doivent arrêter avec leur système financier qui domine le monde. Et actuellement, leur idée, c'est le monde, l'Europe n'ayant pas les ressources énergétiques, l'Europe n'ayant pas les mêmes ressources financières, c'est d'assurer son contrôle et de faire bloc contre bloc. Eh bien non, il ne faut pas accepter le bloc contre bloc. Et pour la paix, nous avons fait un appel, en fonction de cela, au Vatican en soutenant la proposition d'accueil qu'a fait le pape pour cela. C'est important parce que des lieux neutres pour se rassembler, il n'y en a plus. La Chine ne peut pas jouer ce rôle. Elle est trop impliquée. La Finlande, Helsinki, oui, ils sont rentrés dans l'OTAN. Donc, il faut trouver un lieu où il peut y avoir ce sens de l'intérêt commun, de ce que les Chinois, dans le meilleur moment, appellent un système gagnant-gagnant. Et oui, la Chine, de ce point de vue-là, on doit coopérer avec elle, ça ne doit pas être considéré comme un adversaire. Il y a une région du monde qui se développe, ça peut être bon pour nous. Il y a de très belles citations de ce point de vue de Gaulle, de ses collaborateurs, mais aussi de gens de gauche quand ils étaient de gauche. Et quelle position doit-on avoir avec la Russie? Bien entendu, la recherche de la paix avant tout, mais d'un point de vue géopolitique et économique, Alors, que construire avec la Russie? alors la Russie dit on ne peut plus croire dans les pays occidentaux. Ils nous ont menti depuis, disons que Poutine a voulu adhérer à l'OTAN. On oublie ça. Poutine était le premier chef d'État après que les tours du World Trade Center aient été démolies et proposé l'aide aux Américains pour combattre le terrorisme. Et Poutine, c'est quelqu'un de blessé. Rien n'est plus dangereux qu'un tigre blessé. Donc, il a vu que l'OTAN, contrairement aux promesses qui étaient faites, et j'en ai parlé à Roland Dumas, prenant un, une longue cuillère pour lui parler sur toutes ces questions-là. Il m'a confirmé que lui et Genscher avaient assisté à ce que James Baker avait promis. Et Gorbatchev vous dit, je ne l'ai pas fait écrire et j'ai fait la connerie de ma vie pour l'avoir pas fait écrire. Cette garantie que l'OTAN n'irait pas plus loin que l'Allemagne réunifiée. Et l'OTAN, maintenant, elle est aux frontières de la Russie. Alors les Américains vous diront, oui, on a fait des missiles antimissiles seulement. Mais ces missiles antimissiles dirigés contre l'Iran. Bon, vous racontez cette farce à quelqu'un, même un enfant de 15 ans ne peut pas le croire. Donc, c'était contre la Russie. Et on pouvait mettre à la place de ces sites de missiles antimissiles, notamment en Roumanie ou en Pologne, on peut mettre à la place des missiles antimissiles des missiles offensifs de portée 1000 à 1500 km, mais assez pour arriver très profond en Russie et même jusqu'à Moscou. Donc les Russes, on les comprend. Si la même chose avait été développée au Mexique ou ailleurs, pas trop loin des États-Unis, on verrait ce que diraient les États-Unis. Alors, pour nous, il y a eu la crise des missiles de Cuba. Kennedy a eu tout à fait raison de faire blocus, les intérêts existentiels fondamentaux des États-Unis étaient menacés. Et la Russie, à ce moment-là, a reculé, mais on lui a ouvert la porte en démantelant les Jupiters américains qui étaient en Turquie, on lui a ouvert la porte pour ne pas être humilié. Aujourd'hui, on a une crise des missiles, mais à l'envers. Cette fois-ci, c'est la Russie qui est attaquée. Certains Américains vous disent aujourd'hui, et notamment
des civils du département d'État, les militaires sont plus prudents. Ils vous disent il faut une crise des missiles cubaines, une crise des missiles criméennes, parce que l'Ukraine doit tout reprendre, y compris la Crimée. Alors là, on est dans une situation où c'est la guerre. On ne peut pas humilier quelqu'un et surtout une puissance nucléaire. Euh, Kennedy l'avait compris, et tout en faisant reculer Khrouchtchev sur les missiles de Cuba. Là aussi, il faut le comprendre et dire, après cela, on assure un système de stabilité et de sécurité en Europe, et éventuellement, on peut discuter sur la neutralité ukrainienne, la promesse que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, et l'Union européenne. Parce que, hélas, l'Union européenne est devenue, depuis les conférences de Madrid en juin, une partie du Global NATO, la conférence de l'OTAN à Madrid. Et les militaires américains, et français et américains que je connais le confirment. Et ils disent c'est une bêtise, c'est une grave erreur. Parce que maintenant, on a créé un système occidental et les Russes ne peuvent pas prendre sérieusement en compte Scholz ou Macron parce qu'ils les voient tellement incorporés dans ce système qu'ils ne peuvent pas croire qu'ils ont un degré d'indépendance. D'où la longue table dans laquelle Poutine avait reçu Macron. Donc il faut une entente avec la Russie, mais bien plus haut que l'Ukraine. C'est une entente qui doit être sur une conception du monde de développement mutuel, de croissance partagée et de certains nombres de principes. Alors nous, dans notre Institut Schiller, on a évoqué 10 principes sur lesquels on devrait discuter pour sortir d'un domaine qui est la question de l'Ukraine, où je crois qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'on ne peut pas penser que les Ukrainiens vont gagner sans penser qu'on n'ira pas vers une troisième guerre mondiale, ou du moins une guerre dévastant l'Europe. Et on ne peut pas penser que les Russes vont gagner euh, en, par rapport à ce que nous sommes. Donc, on est coincé. Et pour sortir de là, il faut sortir par le haut. Ce que nous appelons, à partir des philosophes qui avaient élaboré cette notion, notamment au XXe siècle, en particulier Nicolas de Cuse, mais tous les philosophes français qui lui étaient associés, qui pensaient à la coïncidence des opposés. Comment quelque chose qui paraît contradictoire à un certain niveau peut être positif et supérieur à un niveau supérieur. C'est ce qu'il disait aussi Einstein. Merci beaucoup. Connaissez-vous Paul-Antoine Martin? C'est quelqu'un qui dit que la désindustrialisation est liée à la médiocrité de la haute fonction publique française qui s'en est un peu désintéressée. Que pensez-vous de cette critique? C'est tout à fait vrai. Ils ont vendu la France à la découpe, parce que ils ont pensé le monde comme quelque chose dans lequel on s'intégrait à l'ensemble plus puissant. Et ils ont cru que l'ensemble le plus puissant, c'était ce monde qu'on peut qualifier d'anglo-américain, mais qui est en réalité le monde financier de la City, de Bon, Wall Street et tout ce qui lui est je ne sais pas si associé, la question est y claire pour compris tout les le grandes monde. banques Je pense françaises. que non, mais Donc, qui sont ramenés à la raison de qu'elle veut être indépendante. Vous savez, BNP Paribas, dès qu'ils ont voulu faire des accords avec l'Iran ou avec, je crois que c'était un pays africain, ils se sont fait taper dessus, ils ont dû payer 7 milliards de dollars à l'État américain parce que sans ça, ils n'avaient plus leur autorisation d'opérer aux États-Unis. Donc, quand on veut sa souveraineté, il faut bien voir les risques qu'on prend et les alliés qu'on doit chercher. C'est pour ça que la Chine et la Russie, qui maintenant sont liés, c'est pas que la Chine donne des armes à la Russie, mais elle donne à la Russie tous les moyens de maintenir et de développer son économie. Et la Russie, les armes, elle les a par elle-même. Et elle a des armes assez avancées. Même dans les missiles elle a des missiles très avancés. Donc, on ne peut pas faire comme si ceux qui disent qu'il faut gagner cette guerre contre la Russie, je veux bien les y voir et y aller et risquer leur peau. C'est pas Bernard-Henri Lévy devant son ordinateur dans lequel il écrit ses articles comme il est dit lui-même tout nu, qui sera quelqu'un qui présentera un très grand courage et une très grande sécurité pour recréer des brigades internationales contre l'autocratie russe, je mets entre guillemets. Ou alors derrière un fond vert, et puis on transposera la photo sur le fond. Nous approchons de la fin de cet entretien, Monsieur Pinade. Alors, mais il y a encore quelques petites questions, et puis Charles-Henri Gallois va intervenir après votre réponse. Dans votre propos introductif, vous avez parlé de la nécessité pour l'ensemble des souverainistes de se parler et de s'unir. Quelles initiatives votre mouvement Solidarité et Progrès propose-t-il pour favoriser ce projet
que Génération Frexit partage aussi. Je suis venu à la réunion organisée par Génération Frexit, qui était la réunion qui avait été organisée par un beau soleil et dans laquelle il y avait plusieurs personnes qui sont intervenues. Donc, j'étais là. Je suis venu aussi à la réunion organisée, j'irai la prochaine aussi d'ailleurs, s'il m'invite, je crois qu'il m'invite d'ailleurs, de Florian Philippot pour la paix. Donc, bien que je partage pas tous les détails, personne ne peut être d'accord sur tous les détails. Pour moi, aujourd'hui, il y a un grand mouvement qu'il faut organiser. C'est basé sur la paix, mais pas la paix comme ça, en bêlante. La paix par le développement mutuel, en sortant d'une économie de guerre dans laquelle nous sommes. Macron n'a à la bouche que guerre, guerre, guerre. Et passer à une économie de paix par le développement mutuel et rétablissant une priorité de la recherche de nouveaux principes physiques, de leur application, de technologies nouvelles, organisées avec cette idée que De Gaulle ou d'autres n'ont pas réussi à imposer, qui est l'idée de participation. J'ai un ami qui s'appelle François Morin, qui était le conseiller de Pierre Mauroy, et il a écrit un livre, c'est pour répondre à Paul-Antoine Martin. Il a dit quand la gauche essayait encore, ça s'appelle. Et il a dit la gauche a nationalisé, elle a fait du crédit public, elle a fait des choses que moi je soutiens tout à fait. Mais c'était faux. Parce qu'on a en fait étatisé, on n'a pas nationalisé, ce n'est pas l'intérêt de la nation, c'est l'intérêt de l'État, et un État dans lequel les gens du public-privé, ce que j'appelle l'oligarchie française, est porte tournante. Public-privé, public-privé. Avant, on y allait à 5 ans, 55 ans dans le privé pour être récompensé par un revenu plus élevé. Maintenant, on y va et on sort parfois à 28 ans et on revient à 32 ans, etc. Donc, ce système-là est profondément un système de corruption. Et c'est de ce système dont on doit sortir, et c'est là que, en effet, il n'y a pas seulement une médiocrité de la haute fonction publique, il y a une corruption. J'appelle ça la corruption mutuelle assurée. C'est une plaisanterie, mais une demi-plaisanterie. Bien, merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Charles-Henri Gallois pour une conclusion commune avec vous. Merci Philippe et évidemment merci à Jacques Cheminade d'avoir répondu à ces différentes questions et pour son exposé concernant la réindustrialisation de la France. Évidemment, je tenais à saluer l'état d'esprit et la volonté de Jacques Cheminade qui est commune finalement avec la nôtre et comme il l'a dit, il est vraiment dans une optique de développement, d'union, de travail, de proposition pour les souverainistes. Et ça, c'est très agréable parce qu'on sait d'habitude combien on se heurte à une sorte de sectarisme et de division permanente au sein du camp souverainiste. Et je pense que ce type d'initiative est salutaire et qu'il faut de toute façon dialoguer si on veut vraiment faire changer les choses. Donc je le remercie pour ça. Monsieur Cheminade, votre conclusion? En conclusion, c'est qu'il ne faut pas seulement une réindustrialisation, il faut une libération. Et il faut, ce qu'on a tellement parlé, qui est devenu un mot bateau, un Conseil national de la résistance. Mais bien voir ce que c'était et comment décortiquer ce qui s'est exactement passé. Ce n'est pas un mot en l'air, c'est quelque chose qui obéissait aux nécessités de l'époque. Et il faut que ce soit aussi dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine financier, dans le domaine surtout économique, mais pas seulement dans le domaine de l'éducation en même temps, quelque chose à la mesure du défi de notre époque. Alors, pour revenir à ce que je tente de faire, j'ai 81 ans, je peux être considéré comme un sage qui essaye par ses conseils de alimenter certaines directions, certaines inspirations à ce qui se passe, un peu comme la France doit être elle aussi catalyseur dans le monde, inspiratrice, médiatrice, et en même temps avoir de l'imagination qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc c'est pour redonner cette inspiration et cette imagination qu'il faut revivifier le souverainisme. Et je dois dire, beaucoup de souverainistes ont trop de limites et n'ont pas assez confiance dans leurs propres capacités. Là aussi, il y a quelque chose à refonder, à réinspirer. D'autres ne pensez pas que mon regard aille sur une région particulière, il est assez général,
d'autres ont trop confiance dans leurs propres capacités. Donc voilà. Et j'espère qu'on pourra s'unir, mais s'unir pas par de vains mots, mais s'unir par une véritable coïncidence de ce qui nous unit. Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé vraiment très riche. Je tiens à remercier donc aussi toutes les personnes qui ont posé des questions. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochain entretien. Ce sera le colonel Régis Chamagne qui nous parlera de la nécessaire sortie de l'OTAN. Merci encore, Monsieur Cheminade, pour cet entretien. Merci à vous tous.